Peux-tu me dire qui est l'interprète du premier générique de Goldorak? Je dis ça Alors, parce que je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Oui, alors le tout premier, c'est Enrique, Voilà. qui avait repris les versions japonaises en version française, ce qu'on entend encore dans les épisodes, mais qui est resté très peu à l'antenne, hein, juste le temps de l'été, de juillet-août, puisqu'après c'est surtout Noam, et le premier disque c'était Noam, puisque les génériques d'Enrique à l'époque n'ont pas été commercialisés. D'accord. Je te piège pas, hein, je savais que tu le savais. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors c'est un journaliste, on peut dire ça? Ex-journaliste, spécialiste dans l'animation japonaise et du manga. Les génériques de dessins animés, enfin les génériques télé en général n'ont aucun secret pour lui. Il s'agit, et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Olivier Fallet. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Alors moi je m'appelle Soapy, c'est mon nom de scène comme toi. Tu t'appelles? Enfin, t'as un nom, t'as un pseudo, c'est ce qui s'appelle, tu t'appelles Gotun. Oui, alors je l'utilise plus trop maintenant, mais effectivement, Est-ce que tu peux déjà commencer par m'expliquer ça vient d'où? Alors, on va remonter à quelque chose. Ah, on peut remonter loin. Très vieux. On est là pour parler de toi. Le Minitel, ça vous parle? Oui, 3615. 3615 Toon, j'avais travaillé sur ce service qui mettait en relation les gens qui voulaient parler d'animation. D'accord. Et voilà, j'étais, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un webmaster. D'accord. Et il fallait trouver un pseudo, et voilà, comme c'était les dessins animés, Toon, et puis Son Goku. En fait, c'était Son Gotoon au début, c'était Son Goku, Son Gotoon, et après c'est resté Gotoon, voilà. Gotoon. Donc tu as travaillé sur, ça je savais pas, sur le Minitel. Ah oui, aussi. Donc on va pas donner ton âge, mais on a une petite idée. Ouais. Et d'où vient un peu cette passion pour l'animation? La passion, elle vient de la télévision, hein. Moi, j'ai grandi, voilà, j'ai eu la chance de découvrir Goldorak à son arrivée en 1978. Ça a été un choc pour moi. Ouais. Et suite à ça, j'ai continué de regarder beaucoup de dessins animés japonais surtout. Mm-hmm. Donc voilà, au départ, c'était une simple passion, mais effectivement, j'ai cette période d'or où de belles séries sont arrivées. Il n'y avait pas encore énormément de chaînes, donc on pouvait presque tout suivre. Mm-hmm. Donc j'ai regardé tout ça, les génériques m'intéressaient, j'achetais les disques 45 tours. Ouais. Voilà, et après le hasard a fait que j'ai pu en faire mon métier. C'est évidemment pas du tout calculé. D'accord. Et je suis toujours dedans encore aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc ça rajeunit pas? Non. Peux-tu me dire qui est l'interprète du premier générique de Goldorak? Je dis ça parce que je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Oui, alors le tout premier, c'est Enrique, voilà, qui avait repris les versions japonaises en version française, ce qu'on entend encore dans les épisodes, mais qui est resté très peu à l'antenne, hein, juste le temps de l'été, de juillet-août, puisqu'après c'est surtout Noam, et le premier disque c'était Noam, puisque les génériques d'Enrique à l'époque n'ont pas été commercialisés. D'accord. Je te piège pas, hein, je savais que tu le savais. Donc, ton premier dessin animé, bon gars, c'est Goldorak. C'est Goldorak, oui, bien que tu sais que ce n'était pas les premières séries japonaises à être arrivées en France. Il y avait eu Le Roi Léo, Prince Saphir qui était arrivé avant. Ouais. Moi, je les avais pas vus. J'ai pas vu Le Roi Léo, mais j'ai vu Prince Saphir quand ça a été rediffusé après Goldorak. Ouais. Donc voilà, moi, mon premier contact avec l'animation japonaise, c'était vraiment Goldorak. Et pas pendant l'été, parce que pendant l'été, je ne connaissais pas encore. En fait, j'ai déménagé. Avant, je regardais TF1 et L'île aux enfants, c'était le seul programme que je regardais. Je savais pas que sur la 2 il y avait Récréa 2 ou d'autres choses qui avaient pu se lancer. Et en arrivant à la rentrée dans une nouvelle école, on ne parlait que de Goldorak. Et on m'a dit, quoi, tu connais pas Goldorak? Il faut absolument regarder ça. Et du coup, j'ai changé de chaîne et j'ai regardé et j'ai tout de suite adoré. Ce géant robot. Donc tu as commencé, enfin on va dire t'as été animateur radio sur Super Loustic. C'est ça en fait qui m'a lancé et qui m'a permis de rentrer dans ce milieu de l'animation. Ouais. C'est un hasard à cette époque-là. Donc là, je suis déjà plus grand. J'ai déjà 18-19 ans. On est en 1987. Voilà, c'est ça.
Et moi, je faisais des études, en fait, j'ai DUT, génie électrique, informatique industrielle, voilà, je m'étais orienté là-dedans, faut bien choisir quelque chose à faire, et puis bon, et arrive cette radio à Lyon, donc je suis originaire de Lyon, elle arrive à la fin de l'année 1988, ou 87 plutôt, je crois, oui, 87. Et en fait, elle réunit deux passions de l'époque, c'est-à-dire les génériques et les dessins animés, puisqu'ils en passaient déjà beaucoup à cette époque-là, et la radio, parce que je m'intéressais beaucoup à la radio. Alors, pareil, j'ai eu la chance de la naissance d'Énergie, les débuts des radios privées, c'était la libre antenne, et j'adorais le côté technique de la radio. Alors je ne voyais pas du tout parler, j'étais très 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 timide, et je pensais que jamais j'avais pas la voix pour ni l'assurance, mais par contre j'aimais bien le côté technique de la radio. Et quand Superloustic est arrivé, j'ai retroussé mes moments, je suis allé les voir, j'aurais demandé s'ils avaient besoin d'un coup de main, je me suis proposé bénévolement. Et puis voilà, j'ai appris la technique parce qu'au début je voulais juste les aider à pousser des disques, c'était la seule chose qui m'intéressait. Et puis finalement ils m'ont dit mais t'as l'air de te connaître en générique de dessin animé. Je connaissais juste parce que je les avais vus à la télé, j'avais aucune connaissance particulière. Mais je sais pas, puis ils avaient pas les mystérieuses cités d'or à cette époque-là. Je me disais mais vous savez quoi, vous passez pas le générique des cités d'or, mais c'est pas possible. Donc je l'ai ramené et de fil en aiguille, à la rentrée de septembre 88, on m'a dit mais si tu faisais une émission là-dessus. Et le patron m'a poussé derrière le micro et puis finalement je me suis lancé. Et puis voilà, de fil en aiguille, après la radio est venue à Paris, et puis c'est devenu toute une grande. Qui a pris goût, et puis j'ai vu que le site existait, il y a un site, Superloustic. Alors c'est un site revival, c'est-à-dire c'est un site hommage par un ancien mais qui est quand même mis à jour régulièrement, parce qu'on voit, on peut voir un peu les podcasts que tu fais. Oui, c'est un ami qui fait ce site, et du coup quand j'ai lancé ce podcast, ça me paraissait naturel de dire tiens si tu veux le diffuser sur la radio, hommage à Superloustic, ça fait sens parce que ça fait écho aux émissions que je faisais à l'époque. On aime bien le côté, on fait partie d'une génération le côté revival ou le côté, on est extrêmement nostalgique. C'est pas à toi que je vais le dire. Oui. Et ensuite, tu as intégré le magazine Animeland. Alors tout ça s'est fait un petit peu en même temps. Animeland est né quand j'étais encore à Superloustic. Mais c'était à l'époque un fanzine, c'était un magazine amateur. C'était des potes en fait qui ont lancé ce magazine ce fanzine et pareil, on se connaissait, on se voyait tous les samedis. Et comme je faisais cette émission à la radio, ils m'ont dit tu voudrais pas y participer. Moi j'avais jamais écrit, j'étais nul en écriture. Enfin, c'était pas le truc c'est pas mes études et c'était pas le truc qui me plaisait. Mais ils m'ont dit écris une chronique sur les CD puisque j'avais déjà quelques CD japonais, des choses comme ça. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et dans le premier numéro, j'ai fait une chronique je crois de City Hunter et c'est comme ça qu'aussi que j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à collaborer à ce magazine, à ce fanzine qui est ensuite devenu un magazine. Où t'es devenu rédacteur en chef. Voilà, bien des années plus tard. Là, on est déjà en 2006. Oui. Et donc tu as fait que pendant que t'es resté à Animeland, je suis en train de bégayer, excuse-moi. Tu parlais, t'avais une rubrique particulière où plusieurs, oui. Comment tu bossais pour En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. T'as pas eu de formation de journaliste? Non, mais personne n'a animé. On a eu de formation de journaliste. Et j'ai pas eu de formation de radio non plus. J'ai appris sur le tas. Tout ce que j'ai fait, en fait, ça a tout été appris sur le tas. Donc, Animeland, on s'est formé tout seul. Après, il y a des gens qui nous relisaient, qui nous corrigeaient. Et oui, puis j'ai appris à faire des interviews. J'ai appris à écrire des articles. Donc, Animeland, après, moi, je me suis occupé des fiches techniques parce que c'était mon truc, collecter les informations. Et faire des fiches, ça j'adorais ça, donc on avait lancé ça à l'époque. Je me suis à un moment aussi très vite occupé des news aussi, dès qu'on a mis en place les news. J'aimais bien tous les trucs moi j'étais pas bon pour faire des longues dissertations, des analyses, textes de série. Par contre tout ce qui est news, chronique, fiches techniques, ça allait, il y avait pas trop de texte à faire. Et après on avait lancé avec un ami aussi la rubrique portrait de voix, c'est-à-dire les interviews de comédiens de doublage. Ça aussi c'est quelque chose qui est pas arrivé tout de suite, mais au bout d'un moment à Animeland. Et c'est comme ça que ça m'a permis. Ça aussi, c'est quelque chose qui était la suite de Superloustic, parce que pendant Superloustic, j'avais eu l'occasion de rencontrer déjà des comédiens et d'aller sur des doublages. Brigitte Lecordier, je l'ai connue à Superloustic en 1989, donc on se connaît depuis très 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 longtemps.
Thierry Bourdon aussi, c'est des gens comme ça que j'ai vu à cette époque-là. Et voilà, j'avais déjà ces contacts. Et pareil, pour enrichir Animeland, à un moment, on a proposé de faire une rubrique et dans chaque numéro de faire le portrait et une interview d'un comédien. Et c'est comme ça que s'était lancé cette rubrique. Et effectivement, c'est voilà le genre de choses que je faisais à cette époque-là. Ouais, t'as un beau palmarès niveau interview du coup, parce que toi, t'as commencé tu parles dans les années 80, fin 89, tout ça. Donc toi, tu connais les comédiens de doublage depuis très très longtemps. Oui. Et faut dire que là, ça fait peut-être une dizaine d'années que depuis qu'il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de comédiens de doublage maintenant qu'on a la chance de rencontrer. Ils sont sortis de l'ombre, oui. Et c'est quand même, pour en connaître quelques-uns maintenant, ce sont tous à chaque fois des gens merveilleux, ont une belle histoire, et puis ils font partie de notre jeunesse. Et ça, c'est quelque chose qui a changé parce que à l'époque d'Animeland, c'était pas forcément évident de les convaincre, de leur dire bonjour, on fait un petit magazine et on voudrait vous poser des questions déjà sur le doublage, parce que à cette époque-là, c'était un milieu qui était très fermé, un peu, on n'en parlait pas trop, et même les comédiens, ils aimaient pas mettre en avant le fait qu'ils faisaient du doublage. Ils voulaient bien parler de théâtre, de tournage, des trucs, mais le doublage, donc il fallait vraiment montrer patte blanche, montrer qu'on n'allait pas parler forcément que de doublage. Nous, ce qui nous intéressait, c'était tout ce qu'ils ont fait ou comment ils sont arrivés là-dedans. Alors si en plus on posait des questions sur les dessins animés japonais, en plus des fois pour eux c'était pas forcément les trucs qu'ils préféraient, ou en tout cas qu'ils voulaient mettre en avant. Donc à l'époque c'était difficile de les convaincre. Il fallait les travailler un peu, les rencontrer, leur montrer qui avait déjà accepté, que ça s'était bien passé, qu'on n'était pas méchants. Alors que maintenant tous les week-ends il y a je sais pas combien de conventions en France, et ils sont éparpillés un peu partout. Le doublage a changé parce que le doublage est vraiment sorti de l'ombre. C'est devenu un métier vraiment avec où les gens qui travaillent dedans prennent plaisir, où maintenant c'est reconnu comme activité. Mais évidemment à la fin des années 80, même début des années 90, c'était vraiment un métier de l'ombre complètement. Puis là, maintenant qu'avec toutes nos générations, quand on grandit avec les films des années 80, 90, dessins animés, tout ça, il y a tellement d'acteurs américains ou de personnages de manga maintenant les voix sont tellement familières que on a envie moi j'ai envie à chaque fois de rencontrer ceux qui ont doublé nos acteurs favoris. J'en ai rencontré quelques-uns. Ça fait extrêmement bizarre quand j'ai rencontré, on l'a pas encore sorti l'interview, c'est une voix des Simpsons qui s'appelle Gilbert Lévy. Ah oui. C'est l'un des seuls, des rares où c'est sa voix en fait. Mot, c'est Gilbert. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Il te parle. Je t'avoue, au début, j'étais partagé entre rigoler et un côté un peu émotion, parce que je dis, mais c'est mots qui me parlent en fait. Parce que la plupart, il y en a certains qui modifient un peu. Vincent Rompion, non, par contre, pareil. Vincent Rompion, alors lui, tu reconnais direct la voix. C'est son timbre naturel. Ah donc qu'on a interviewé et qui est vraiment une très belle personne. On va parler un peu du coup générique. On va s'arrêter un peu sur ton évolution, sur l'histoire, parce que tu as sorti quand même un bouquin, une bible, le livre, comme je te disais tout à l'heure en off, le livre ultime, enfin le livre que moi j'attendais. Je me suis dit un jour ce serait bien qu'il y ait un truc où on a toutes les tout qui chante, l'histoire, tout ça, et toi avec tu n'es pas le seul, tu es co-auteur avec Rui Pasquale. Rui Pasquale, on a écrit ce livre à deux. Vous avez écrit. Donc parle-moi un peu de ce super livre que je vous conseille d'acheter si vous ne l'avez. Il est toujours en vente? Oui, on a même fait un deuxième tirage déjà. Donc la belle histoire des génériques télé. Parle-moi un peu. En fait, c'est avec mon ami et collègue Rui, on est tous les deux passionnés. Donc, comme je le disais, moi, les génériques, je m'y intéresse depuis que je regarde les séries. Mais j'aimais bien acheter les disques parce que j'aimais bien découvrir la version longue, en fait, à la télé. C'était toujours, le générique était raccourci. Et il y avait ce plaisir de découvrir la chanson complète en disque. Donc, j'ai assez vite collectionné, y compris, jusqu'à mes 18 ans. Je continuais d'acheter, des fois un peu honte, d'acheter des disques de dessins animés, passant à la caisse, mais bon. Mais c'était assumé, et j'ai cette collection, elle a commencé comme ça. Après, elle s'est complétée parce que je pouvais pas tout acheter non plus, par les brocantes et les occasions diverses après. Et voilà, Rui a un peu le même parcours. Lui, il a aussi beaucoup chiné dans les brocantes tous ses disques, et voilà,
de fil en aiguille. La première étape qui nous avait réunis ensemble sur ce projet-là, c'était quand on avait fondé avec Yves Huchesse le label Logarithme en 2001, qui était un label destiné au générique et au BO de dessins animés. Et on avait commencé à ressortir, notamment des génériques qui avaient jamais été trop sortis ou qu'on pouvait plus trouver. Et à cette occasion-là, on était déjà rentré en contact avec les chanteurs. On avait commencé à organiser des concerts. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré Enrique. On avait fait des concerts à Cartoonist, à Japan Expo, avec Olivier Constantin, Michel Barouille, Valérie Barouille, tous ces gens-là. Voilà, on les a vraiment rencontrés physiquement et échangé avec eux à cette époque-là. Et ça a permis d'avoir déjà plein d'infos. En époque, on est en quelle année? On est en 2001, entre 2001 et 2004. D'accord. Et surtout, on cherchait à mettre des noms aussi, parce que quand on sortait les disques, la moitié des disques n'avaient pas les noms des interprètes. Donc c'est à cette époque-là et c'est surtout Rui qui faisait ça, en discutant avec les ayants droit, avec les compositeurs pour retrouver aussi les originaux, on posait des questions. Au fait, c'est qui a chanté ça? Donc on a commencé à avoir des réponses, on a commencé à avoir des noms qui n'étaient pas sur les disques. Voilà. Puis après, Logarithme s'est arrêté, et puis que ce soit Rui ou moi, on a continué un petit peu ces enquêtes en faisant des interviews, voilà. Et à un moment, on en était venu à la conclusion que, comme tu disais, un peu comme toi, on avait envie de réunir, ou nous-mêmes de trouver un ouvrage où on pouvait réunir un peu toutes ces infos, une sorte de bible. Et puis là, on s'est dit pourquoi ne pas le faire. On avait chacun des projets séparés, et puis finalement, un jour, en parlant l'un à l'autre, on s'est dit on va le faire ensemble. Ça c'est plus logique que de faire deux bouquins qui seraient peut-être complémentaires, mais donc voilà. Alors évidemment, et en faisant un livre, on a voulu aller plus loin, et du coup, il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas résolues. On n'a pas encore tout résolu. On continue encore de résoudre des choses. Des fois, lui m'envoie des messages et j'ai retrouvé le chanteur de tel truc. Ah, ça veut dire que vous pourrez le ressortir en version un peu améliorée. Il y a toujours, parce que ça s'arrête jamais. Mais il faut, hein. Moi, tu me dis ça là, comme ça. Après, avant de l'améliorer, il faudrait vraiment avoir du contenu supplémentaire. Mais en tout cas, oui, on continue d'avoir des réponses. Mais en tout cas, dans le livre, il y avait vraiment, je crois, 3 trucs qu'on avait pu ressortir. C'était le chanteur de Rémi, Cyril Dupont. Nom, jusque-là, il avait vraiment jamais été sur le disque. Il y avait marqué chanté par Cyril. C'est maigre. C'est maigre comme indice. Il y en a quelques-uns des Cyril, je pense. Voilà. Il y avait ça. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait la chanteuse de Gigi et de Madame Pepperpot aussi, qui sont 2 chanteuses séparées, bien qu'à un moment on ait pensé que c'était la même personne, mais aujourd'hui on sait que ce sont 2 personnes séparées. Voilà, c'est toujours une quête que d'aller chercher. Tu prends du plaisir. Oui, surtout une fois qu'on a trouvé, c'est ça, puis d'aller chercher un peu les anecdotes derrière. Comment? Parce que souvent, ces personnes qui ont chanté des génériques, personne n'a fait carrière dans l'interprétation de génériques. Même Bernard Minet, qui est peut-être le seul qui est vraiment, qui, à la fin, qui se soit spécialisé là-dedans. Au départ, c'est un musicien. Il était batteur, il a chanté d'autres choses. Voilà, c'est un peu par hasard qu'il arrive là-dedans. Mais personne n'a dit je veux être chanteur de générique de dessin animé au départ. Donc la plupart, ce sont des gens qui font d'autres choses à côté, des musiciens, des choristes, et parfois une secrétaire. C'est assez rare quand même. Des fois, on peut penser que c'est souvent par hasard. C'est vrai. Alors c'est souvent des hasards, et effectivement le jour où ils enregistrent ça, ils n'ont aucune idée qu'on leur reparlera 20 ou 30 ans après. Mais effectivement, voilà. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un peu qui sont ces gens derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait à côté. Puis des fois, ils ont fait des choses très connues aussi, qu'on connaît très bien, comme Jean-Pierre Savelli, qui a été Peter de Peter et Sloan. Mais il y en a plein comme ça, des anecdotes où ils ont des fois chanté avec tel ou tel chanteur. Dominique Poulain, qui avec ses sœurs et ses cousines ont accompagné Claude François. Comment il s'appelait? Parce que je l'ai interviewé aussi. Francine Chantreau, Martine Lator. Il n'y en a pas une des cousines qui était la choriste de Dorothée? Oui, c'est Francine Chantreau et Martine Lator, oui. Les deux étaient... toutes les deux, oui. Tu vois. Et donc, allez, je vais te demander de te mouiller un peu, quel personnage ou quel chanteur ou chanteuse t'as un peu plus touché que l'autre, ou quelle histoire t'as un peu plus... Alors je sais que là... oui, c'est dur, non, mais... Voici moi sans deux, mais... cite pas le bouquin. Alors, je garde quand même le souvenir d'avoir
pu interviewer Jean-Claude Corbel, qui malheureusement est parti très tôt. C'est le chanteur d'Olive & Tom, la bande à Picsou, Cosmo Cats. Malheureusement, il est mort au milieu des années 90. Il était vraiment très jeune. Et du coup, lui, je l'ai pu l'interviewer à l'époque de Superloustic. C'est la deuxième interview que j'ai faite de ma vie, après Claude Lombard. Claude Lombard était la première que j'avais interviewée, et j'aurais pu aussi citer Claude Lombard, parce que Claude Lombard, voilà, je l'ai interviewé en 1988 et on est resté en contact de tout temps, voilà. Donc là aussi, c'est une rencontre forcément qui résonne encore plus maintenant qu'elle est partie. Matière assez brutale. Mais oui, et Jean-Claude Corbel, c'est très difficile aujourd'hui de retrouver des informations sur lui. Ouais. Bon, il y a son ex-femme qui témoigne encore et qui avait aussi nous avait permis de compléter son portrait. Mais du coup, à part à Superloustic où il était venu 2-3 fois à la radio, il n'avait jamais parlé en fait de tout ça. Et du coup, et après il est parti trop tôt pour nous livrer des anecdotes ou des choses comme ça. Donc ça fait partie d'une histoire et d'une relation un peu particulière que j'ai gardée. Pour moi, ce livre-là, ça fait partie. On peut le mettre dans comment t'expliquer, pour moi ça fait partie de mon enfance, et je peux de temps en temps le feuilleter en me rappelant des souvenirs, qui chante ça, qui fait c'est comme une pas une bible, mais je sais pas comment t'expliquer. En fait, on n'a pas voulu écrire non plus une sorte de roman ou d'histoire avec un début, une fin et des chapitres. C'est quelque chose qui est à la fois graphique et qu'on peut rentrer dedans à n'importe quelle page en fait, puisque il y a des portraits sur les grands chanteurs de ça fait partie de l'histoire en fait. Il y a des anecdotes un peu par série. Donc du coup, on peut le feuilleter, lire 2-3 choses, et puis c'est très graphique aussi parce qu'on a voulu mettre en avant aussi toutes les pochettes originales de ces disques. Donc quand on le feuillette, voilà, on va se rappeler d'un dessin animé, on va se rappeler d'un disque qu'on avait peut-être c'est ça, et surtout enfant. Si on se remet comme moi à collectionner les disques de générique, ça nous permet de se rappeler de certains qu'on n'avait pas, et puis maintenant on les trouve plus trop en brocante, faut le dire, hein. Les brocantes, ça devient plus rare, surtout sur les raretés ou ceux qui sont on retrouve toujours à peu près les mêmes, mais sinon maintenant c'est c'est internet. Paradoxalement, on peut plus facilement trouver la perle rare parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va le revendre. Après, c'est plus une question de prix. C'est ça. Du coup. Voilà, c'est plus la même chose. Mais j'en ai quand même pas mal aussi. Je pense que toi, tu les as tous. Non. Je n'ai pas tout. Moi aussi, il y en a qui me manquent encore. Buck Rogers, qu'est-ce qui me manque curieusement, il m'en manque quelques-uns de Bernard Minet aussi, parce qu'en fait, pendant des années, j'étais persuadé que je les avais, et puis aujourd'hui, je découvre, en faisant le livre d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y en avait plein que, genre Dr. Slump, alors ça c'est pas Bernard Minet, mais Les Attaquantes aussi, par exemple, je l'avais pas. Je viens de le retrouver là, ça y est, il va bientôt être mien dans quelques jours. Moi, je te l'aurais fait à 150. Donc non, je n'ai pas tout, mais c'est vrai que j'ai une belle collection, et l'avantage aussi, c'est que quand j'ai acheté les disques, mais j'étais déjà un peu grand, donc du coup ils sont bien préservés. J'étais pas un enfant de 5 ans qui les a agités ou qui a mis de la soupe dessus. Il y en a certains moi que j'ai gardé depuis que je suis tout petit. Il y en a un notamment et je les garde parce que c'est un souvenir, mais je peux plus l'écouter tellement c'était les Biscuits, je crois. C'est comme ça que j'ai retrouvé. Et il est inécoutable, donc je me le suis racheté. J'ai gardé la version forcément la tienne, la mienne, mais je me suis racheté parce que le vinyle est revenu à la mode. C'est revenu à la mode. Et oui. Donc on peut retrouver, on peut s'acheter un. C'est ça que ça y est, on a passé le cap, on vend plus en France de vinyle que de CD. Tu vois. En même temps, quand tu vois les rayons maintenant dans les magasins, tu te dis les rayons vinyle. Alors la cassette, on n'est pas sûr que ça revienne, mais pas trop non plus, parce que le vinyle, en fait, ce qui plaît, je pense, c'est vraiment l'objet, et c'est vrai que c'est le charme, c'est l'album 33 tours, c'est grand, il y a des beaux visuels. C'est ça. Et puis la qualité du son quand même. La qualité spéciale du vinyle, mais je suis pas convaincu non plus sur la cassette. Mais j'en ai quelques-unes. Je l'ai retrouvé en brocante des cassettes de générique justement. Ça vieillit moins bien aussi. Ça vieillit moins bien. Mais bon, il faut les garder pour nos enfants qui puissent connaître un peu ça. Est-ce que tu veux, maintenant je t'ai demandé une histoire ou deux, mais est-ce que tu as dis-moi trois génériques quand même. Je sais que tu vas me dire, mais j'en ai plein. 3 génériques quand même qui te plus que d'autres, qui te plaisent plus que d'autres. Je ne demande pas de me faire un top 3, mais 3 qui te
Alors les mystérieuses cités d'or, là on est vraiment dans la période l'âge d'or des productions Saban, où ils ont vraiment tout donné, ils se sont démenés pour faire des choses, tous ceux qui sont faits comme ça au début des années 80, c'est vraiment des très bons génériques. Je sais que c'est classique, mais Capitaine Flamme, c'est vraiment que ce soit la mélodie, l'orchestration, le chant, c'est vraiment quelque chose. Et puis c'est un générique qui met la pêche. Il y en a beaucoup qui mettent la pêche, mais alors celui-là. Oui, pour moi, il fait même partie des rares qui sont mieux que l'original en japonais. D'accord. Ah. Je sais pas si t'as déjà entendu. Alors c'est très jazzy, il est pas moche celui en japonais, mais il fait un peu décalé. C'est un peu comme un générique de Lupin, quoi. C'est très jazz. Donc là pour le coup, je le trouve plus adéquat avec la série. Allez, un Cobra, parce que là aussi deux grands auteurs-compositeurs, enfin un compositeur surtout, une interprétation impeccable par Olivier Constantin. Oui, bon, c'est dur d'en sortir que tout. Oui, c'est dur. Je me faisais un petit quatrième vraiment très perso, mais j'adore le générique de Pif et Hercule aussi. Ouais. Parce que il y a un petit côté mambo, c'est des vrais instruments. Le chant aussi a une énergie incroyable. Je sais que les gens des fois disent pourquoi Pif et Hercule, mais réécoutez-le et vous verrez que c'est bien orchestré, c'est bien chanté. Les paroles sont bien écrites aussi. C'est vraiment j'ai un coup de cœur pour ce générique, pour moi sous-coté. Moi mon coup de cœur, je vais t'en dire. Moi c'est Masque, voilà. Ah oui, bah oui, parce que aussi il a Masque et Jace. Ah oui, j'aurais pu citer Jace aussi. Ah non, mais trop tard. Mais non, Masque, moi c'est le. Après déjà c'est le dessin animé qui m'a. Voilà, c'est sorti à une période où j'avais l'âge où j'avais les jouets à Noël, j'avais. Donc tout concordait, tout concordait, ouais. Et c'est vrai que la musique, même quand je la réécoute, elle te donne la pêche, quoi. Il y a bientôt un podcast qui est prévu sur Masque. Ah, voilà, une petite exclue. Ensuite, tu atterris sur la chaîne Manga. Ça c'était dans les années 2000, hein. Ouais, non, mais parce que moi j'étais parti sur après Animeland. Ok. Voilà. Oui. En fait, c'était pendant, en fait. Oui, alors je t'ai pas dit, mais Animeland, ça s'est continué. J'ai fait plusieurs choses. Je fais un interview un peu. On part dans le futur, on va dans le passé. Voilà. C'est un peu voilà. Retour vers le futur. Exactement. Je crois que j'ai mis le t-shirt ou pas. Je suis pas sûr. Attention. Dis-moi. Eh oui, je l'ai. Je sais que tu regardes mon Sweet Sega Master System depuis tout à l'heure. Je ne vais pas te le donner. Donc, tu es arrivé sur la chaîne Manga pour présenter une émission. Galaxy Manga. Donc là, t'es passé un peu de interview radio, on va dire, magazine, et là, la télé. Oui. Alors toi qui m'as dit que t'étais timide, machin, c'est la télé. La télé aussi, j'aurais jamais imaginé. Alors, ils m'ont eu un peu fourbement. Hein. Il faut bien dire les choses parce que il lance cette émission. Donc c'est Pierre Faviez, le responsable éditorial de la chaîne, qui m'appelle, qui me dit voilà, il voulait faire une émission avec des animateurs justement parce que longtemps la chaîne c'était un robinet à série, il y avait pas de personnalité et justement à ce moment-là ils commencent ils veulent retravailler l'édito de la chaîne et ils veulent lancer cette émission mensuelle. Et pour la première, il y avait, alors ils ont déjà un animateur qui s'appelle lui aussi Olivier, décidément vraiment c'est Olivier Ligné. Oui. Non mais c'est des grandes lignes. Des grands noms. Des grands Univers Twist. Et ils me disent est-ce que tu veux bien être invité? Donc est-ce que tu veux bien être invité? Au début, je suis invité dans la première émission. Il y avait Noam d'ailleurs aussi qui était dans cette émission. T'en as rencontré des gens, toi. Et donc je suis invité dans la première émission, tout se passe bien, etc. Et puis ensuite ils me rappellent et puis ils me disent on va tourner une deuxième émission. Est-ce que tu veux bien à nouveau être invité? Et puis d'ailleurs on tournera aussi la troisième en même temps parce que on essaie d'en faire plusieurs en même temps. Et là on va dire oui. Ok, mais là, l'invité qui revient à chaque fois, je suis plus invité, là, je co-présente, non? Il dit oui, en fait, on aimerait bien te proposer ça, ok. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, voilà,
puis j'avais déjà fait la première, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à co-préparer. Donc du coup, mon collègue Olivier Ligné, lui, c'était un professionnel, il travaillait sur Canal J, il a fait des émissions, donc c'était ça l'idée, c'est d'avoir quelqu'un aguerri à la présentation, et moi d'être le spécialiste qui venait apporter du coup le contenu et parler des sujets qui étaient traités. Très bonne expérience du coup. Très bonne expérience, oui, c'était fait bon enfant. On n'avait pas beaucoup de budget, donc on pouvait juste avoir des invités qu'on pouvait faire venir le moment de l'enregistrement qui était en pleine semaine. Donc on appelait tous les potes. Cela dit, j'ai revu il y a pas longtemps, on avait invité Claude Lombard aussi, on avait invité Jean-Paul Césari. Ah oui. Donc il y avait pas mal de petits mondes. Bon, après il y avait aussi beaucoup d'amis. Il y avait Yvan, le rédacteur en chef d'Annie Méland. Enfin voilà, on invitait quand même les gens qu'on connaissait. Mais oui, c'était très intéressant. Ça m'a appris aussi à comment se tenir devant une caméra. Et puis on s'est bien marré parce que à la fin ça finissait avec des costumes et des mises en scène rigolotes. Voilà, bon ça, l'aventure s'est terminée en 2003. Oui, voilà, ça a duré 2 ans, je crois, 2 saisons. Et après la télé, ça t'a plus donné envie d'en faire. Mais non, mais c'est comme la radio. Quand Super Loustic s'est arrêté, j'ai pas cherché, je voulais pas faire de la radio à tout prix. Moi, je voulais juste travailler dans un domaine qui me plaisait et qui restait dans mon univers et qui était devenu un peu les dessins animés, le manga aussi qui commençait à émerger. Donc finalement j'ai eu des propositions là-dessus et ça m'intéressait plus que de continuer de faire de la radio ou de continuer de faire de la télé à tout prix. Donc non, après et puis du coup à part sur la chaîne manga, à cette époque-là, je voyais pas quelle autre chaîne pouvait proposer de faire une émission sur l'animation. Ça donne pas envie avec tous les moyens qu'on a maintenant sur internet, tout ça, Twitch ou quoi que ce soit, t'as pas envie de refaire un peu de... L'envie, je fais déjà un podcast audio. Oui, tu fais un podcast c'est déjà beaucoup. Oui, c'est vrai. Et justement, l'image, quand tu rajoutes l'image, j'ai bien appris que c'est encore plus lourd à gérer, c'est encore plus long à monter, ou même des lives, faut être là tout le temps. Donc, je préfère faire peu, mais le faire bien et régulièrement. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai quasiment pas loupé de semaine sur mon podcast. Oui, parce que t'en es au numéro, j'ai quoi, 102, là. 102 on a dépassé la 100e en 2 ans et demi. Donc voilà, ça sera pas indéfini parce que c'est pas un sujet qui est inépuisable. Donc de toute façon, il y aura bien un moment où peut-être que tu vas recevoir des chanteurs dans ton émission. Pour l'instant, non, c'est pas le principe. Déjà parce que mon collègue Rui fait déjà une émission aussi où il reçoit des chanteurs, donc je voulais faire quelque chose de différent. Et puis pour arriver à tenir ce rythme hebdomadaire, j'écris tout moi-même et j'enregistre tout en une soirée. Et s'il faut faire des interviews et trucs, je peux pas toutes les semaines aller chercher des interviews. Donc pour ça que j'ai fait le choix et c'est volontaire d'être le seul à gérer ça, mais au moins comme ça je peux tenir le rythme. Je vous invite en tout cas à écouter son podcast parce qu'il est bien, il est bien condensé, il raconte bien en plus le monsieur. C'est un peu le pendant du livre, puisqu'effectivement la frustration qu'on avait eue avec le livre, c'est que on parle de plein de génériques de chanteurs et on aurait envie de faire écouter justement les trucs ou les anecdotes qu'on raconte. Donc c'est comme ça que d'ailleurs que l'idée est venue, c'était d'avoir la partie musicale qui complète un peu le côté visuel du livre. Donc ton podcast est disponible partout, sur toutes les plateformes. Sur les plateformes de podcast, sous le nom La Belle Histoire des génériques télé ou Anisong, qui est le nom de la plateforme qui l'héberge et de mon site. Voilà. Depuis 2014, tu as intégré je sais pas si je prononce bien, Crunchyroll. Oui. Voilà, c'est une plateforme de streaming pour c'est une sorte de Netflix de l'animation japonaise, qui est une plateforme américaine qui s'est développée dans le monde entier. Et voilà, je les ai rejoints en 2014, à l'époque où ils étaient encore tout petits. Et ils cherchaient la plateforme s'était déjà lancée depuis 6 mois, directement pilotée par les Américains. Et ils cherchaient des gens sur place pour les représenter. Et c'est c'est dans ton domaine. Toujours dans le domaine, j'ai cette chance extraordinaire depuis que j'ai 20 ans de travailler dans un domaine qui était effectivement au départ un passe-temps, un loisir, de regarder les dessins animés à la télé. Et si on m'avait dit que plus tard je sortirais des disques, que je rencontre Enrique, Jean-Paul Césari, que tu montes Bernard sur scène à présenter des choses, parce que on fasse un concert, qui fasse un concert et ce monsieur est monté sur scène. Alors pour quelqu'un de timide qui fait la radio, il fait la télé et en plus
il monte sur scène devant le REC, je sais pas combien il y a de personnes. 2800. Voilà, 2800. J'y étais. Et tu vois, on voit ce petit bonhomme là. Après, t'as bien géré, hein, franchement, de souvenirs, je me rappelle parce que moi, j'aime la scène et que j'observe toujours un peu les gens qui montent sur scène et franchement t'as assuré et tu m'as même donné envie. J'ai pas dit le salaud presse, il me dit alors il est avec eux sur scène et c'est à partir et ça fait partie des moments de ma vie d'artiste entre guillemets où je me suis dit moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux rencontrer des chanteurs de générique, alors je savais pas comment le faire, je veux les interviewer, je savais pas comment faire. J'ai réussi entre-temps à trouver comment faire. mais ça aussi, c'est une belle expérience pour quelqu'un qui hein. Oui, alors, encore une fois, des années sont passées depuis et de fil en aiguille, on arrive à avoir confiance en soi. Et puis avant de monter sur scène, j'ai déjà aussi eu l'occasion de présenter des films au cinéma, de faire des rencontres, de participer à des rencontres publiques, de présenter des choses à Japan Expo, dans des événements. Oui, donc, on n'arrive pas au Grand Rex comme ça, du jour au lendemain, comme si on l'avait jamais fait. Voilà, c'est effectivement tout ce parcours. Mais effectivement, si je repense à l'adolescent qui osait pas parler ou qui était timide, oui, on peut dire que j'ai évolué. Ouais, on peut dire que ça t'a aidé de Après, ça veut pas dire que je reste toujours timide. Oui, non, mais aujourd'hui, j'ai appris à comment faire. Et puis, pour moi, tant que ça reste en fait, tant que les barrières de sécurité, c'est tant que c'est quelque chose que je maîtrise et que je connais bien, finalement, je peux en parler aussi bien avec toi, comme ça, tranquillement, que devant 2000 personnes sur une scène, en fait. C'est ça, en fait, ce qui fait que j'arrive à avoir l'aisance de le faire. Mais par contre, oui, tu me mettrais sur scène pour présenter autre chose, je serais pas forcément aussi à l'aise. Quoi, par exemple? Je sais pas, une rencontre avec des scientifiques. Ah oui, bah là, tu m'étonnes. Après, encore que l'expérience du journaliste aussi fait qu'après, une fois, j'ai appris le journalisme sur le terrain. Mais finalement, on sait aussi comment poser des interviews et ça pourrait aussi s'appliquer sur un domaine qui n'est pas le mien. Et après, on peut aussi toujours travailler son sujet. Enfin, ça, j'ai appris qu'on pouvait aussi faire des interviews sur des choses qu'on connaît pas en travaillant son sujet. Oui. Après, moi, je suis moins à l'aise parce que tu peux pas rebondir aussi facilement que si la personne te dit une bêtise ou un truc faux, tu ne sauras pas et tu vas pas forcément pouvoir corriger ou relancer. Ça, c'est sûr. Donc, on revient un peu sur Crunchyroll. Donc, le but du site, c'est de regarder des animés juste après leur diffusion au Japon. Qui sont très peu connus, qui sont moins connus, diffusés sur les chaînes. Alors, ils sont en fait très connus, mais moins connus de notre génération. Voilà, oui, je sais, je vais parler comme un vieux, mais c'est vrai, parce que j'ai jeté un œil et je les connais pas, tout ça, moi. L'attaque des Titans, qu'est-ce que c'est ça? Alors, celui-là encore, je connais le nom. Démon Slayer. Oui, on a du mal à, comme je regarde plus trop de dessins animés, c'est vrai que j'ai du mal à connaître les nouveaux. Je me suis lancé dans tous les trucs connus, mais j'ai jamais été au bout, que ce soit One Piece, Naruto, même Bleach, j'ai pas réussi à finir. C'est même pas parce que j'ai pas envie, c'est le manque de temps. Ben oui, après, on peut avoir une vie de famille, le travail aussi. Effectivement, on n'y consacre pas le même temps que quand tu lis beaucoup de mangas aussi? Les mangas, pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent et puis non. Par contre, je regarde pas mal d'animés puisque j'essaie quand même de me tenir au courant de ce qui est diffusé. Oui, parce que surtout sur ta page Facebook, tu à chaque fois que il y a un animé qui sort au cinéma, alors ça c'est mon autre passion. Je suis resté toujours attiré par le cinéma d'animation, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément japonais. Et du coup, j'aime bien suivre l'actualité et la défendre parce que malgré tout, c'est encore quelque chose qu'il faut défendre parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est un genre particulier, toujours ce raccourci tenace de l'animation pour les enfants, même s'il y a plein de choses qui sortent tout public. Donc du coup, je trouve que c'est un combat qu'il faut continuer de mener. Ouais, et t'es plus animation dessin ou animation un peu 3D comme un peu Super Mario Bros. Peu importe. Pour moi, l'animation, c'est juste une façon de raconter des histoires. Et évidemment que l'histoire elle est bonne, je m'en fiche que ce soit de la pâte à modeler, du dessin 2D ou de la 3D. Après, je garde quand même une affinité pour l'animation en
2D un peu traditionnel. Ouais. C'est vrai que j'aurais plus de facilité à aller découvrir quelque chose en 2D que les trucs en 3D où je trouve qu'il y en a moins qui sortent du lot. Ouais, il y a plus trop de... Enfin si, qu'est-ce qui sort... Le dernier que t'as été voir au cinéma, le dernier film d'animation que t'as été voir au cinéma. Alors oui, c'est pas... Travailler dessus, c'est la sortie de Suzume de Makoto Shinkai, mais là pour le coup ça faisait partie de mon travail. D'accord. De moi-même, enfin je vais plutôt dire celui que je veux aller voir là, c'est Super Mario parce que j'en entends beaucoup de bien. Je l'ai pas vu non plus. Et j'ai prévu là d'aller le voir ces jours-ci. Voilà, après c'est vrai que dans le cadre de mon travail j'en vois déjà beaucoup des films d'animation en fait, donc qu'on a la chance, ils sont payés à regarder des dessins animés. Mais c'est ce qu'il faut toujours se dire. Je vois des fois des collègues qui sont un peu blasés, oh là, j'en ai marre d'aller voir ça, mais écoute, t'es payé pour aller voir des choses, t'es payé pour lire des mangas, t'es payé pour regarder des animés, arrête de te plaindre et profite. On a parlé beaucoup de choses, dis donc, mon ami. Je sais pas combien de temps on est. Qu'est-ce que je voulais évoquer avec toi? Parce qu'en fait, on a parlé de tout, quasiment, presque de tout. Oui, est-ce que tu travailles sur des projets secrets futurs? Des projets secrets? Ouais, non, parce que chaque fois, non, tu sais, mettre un peu de suspense dans l'interview. Est-ce que si c'est secret, je peux pas le dire. Tu me dis en off, mais est-ce que t'en as? Non, mais... en vrai, non. Non, est-ce que t'as envie de faire des choses que t'as pas encore faites, notamment dans le domaine, dans tout ça, là, dans le dessin animé, dans l'animation, dans les génériques? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as... Non, pour l'instant, je suis toujours sur mon podcast et c'est quand même ce qui m'occupe le plus. T'as pas envie de faire une web-série ou... Non, j'ai déjà fait. France 5. Oui, France 5, on en a pas parlé, oui. Et il fait comédien aussi, hein? Oui, alors c'est un rôle particulier. Vas-y, tu en parleras après. Parle-moi un peu de... Non, encore une fois, moi, la chance que j'ai, c'est que les projets les plus fous auxquels j'ai participé, c'est des choses qui sont plus ou moins venues vers moi, de manière un peu naturelle et non prévisible. Mm-hmm. Donc j'ai pas trop pour habitude de faire des projets. Tant que j'ai des choses qui m'éclatent, je continue de les faire. Mon travail me plaît bien. Mon podcast, voilà, j'espère le tenir encore un peu, même si chaque année je me dis voilà, c'est sûrement la dernière année, là j'ai fait le tour, j'aurais plus rien à redire. Donc je pense qu'il va encore durer un petit peu. Et puis voilà, le livre, pareil, il est arrivé à un moment où j'avais pas spécialement prévu d'écrire un livre, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Donc non, pour l'instant j'ai pas de projet, mais peut-être que demain il y a un truc un peu fou qui arrive. Mais moi, plus c'est fou et plus c'est des trucs que j'ai encore jamais fait, plus ça me plaît. Donc oui, on en a parlé un petit peu là. Tu as fait aussi comédien, un petit peu, un petit rôle, mais enfin un rôle assez sympa. Vas-y, parle-moi de cette expérience, parce que pour quelqu'un de timide, il enchaîne les trucs. France 5, c'était une série française qui rendait hommage aux Sentai, les séries japonaises du type Bioman, Xor. C'est Alex Pilote et puis toujours cette bande de copains aussi, dont certains travaillaient pour Animeland, qui avaient envie, qui étaient fans de ces séries qui sont très codifiées et qui avaient envie de faire d'en faire une à la française. Donc voilà, c'est parti d'un délire. On a rencontré Alex Pilote qui à l'époque avait déjà réalisé une petite série amateur qui s'appelait Les Bitoman, qui était là plutôt parodique. Parce que France 5, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une parodie, c'est vraiment plutôt quelque chose de dommage. C'est-à-dire reprendre les codes et de faire quelque chose de sérieux. Alors, les premiers épisodes étaient pas forcément très sérieux et très amateurs parce qu'il y avait pas beaucoup de moyens et on a tout découvert là aussi un peu sur le tas. Et puis petit à petit, ce truc a pris de l'ampleur. C'est devenu un peu comme un court-métrage, quoi. À la fin, on demandait des autorisations de tournage. On était 20 ou 30 avec toute une équipe. Voilà. Et moi, on m'a demandé de faire le sbire du méchant, le vil cancrelax. Voilà. Pourquoi moi dans ce rôle? Je sais pas. C'est les scénaristes qui ont écrit et qui m'ont tout de suite dit non, mais ça c'est pour toi. Bon, voilà, tu sais pas sûr si c'est un compliment ou pas, mais t'y vas quand même parce que c'est quand même bien fun de faire quelque chose comme ça. Nouvelle expérience, on apprend son texte, on joue la comédie. Mais pour moi, c'est plus facile parce qu'en plus, on est grimé, on est maquillé, j'ai un costume, on reconnaît limite pas. Donc, je trouve ça plus facile. Je trouve plus difficile de jouer quelque chose de sérieux, de normal. En fait, je pourrais pas tout tourner dans un film pour faire un rôle comme ça. Mais là, c'est un peu caricatural, c'est dans l'excès, donc oui, c'était marrant à faire. Et est-ce que tu écoutes les génériques d'aujourd'hui en français? Oui, j'écoute. Alors, il y en a plus beaucoup qui sont faits en français. Non, mais je parle parce que maintenant, moi, comme j'ai les enfants, je découvre des dessins animés que je connaissais pas.
Pas de patrouille, Sam le pompier. Oui, j'écoute ce qui se fait, d'autant plus que des fois on peut encore retrouver quelques noms de gens qui ont fait des choses par le passé. Voilà. Moi, ce qui m'attriste un peu sur les génériques d'aujourd'hui, c'est que ils sont très très courts, ils font 30 secondes, 1 minute tout au plus. Il y a plus de version complète, il y a plus de chansons, c'est pas commercialisé. C'est pour ça d'ailleurs dans le livre on s'est arrêté. On a dit de Goldorak à Pokémon, parce que Goldorak c'est le déclencheur, c'est le disque de Noam qui est la meilleure vente de générique de tous les temps et encore aujourd'hui, et qui montre qu'il y a entre guillemets un business et un intérêt pour acheter des disques et qu'on peut vendre des disques à partir d'une chanson de dessin animé. Et Pokémon, c'est le dernier grand générique qui est un peu transgénérationnel, où il y a eu vraiment là aussi des disques, des albums. Oui, je l'ai rencontré. Il y a... Jean-Marc Anthony Cabella, il y a rien qu'à voir quand il chante ces génériques, parce qu'il en a chanté plusieurs de Pokémon, c'est de la folie, puis tout le monde connaît. Et pour moi, c'est vraiment le dernier grand générique qui a été fait comme ça dans cette lignée. Après, oui, alors il y a quelques exceptions comme Miraculous ou des choses comme ça, mais globalement, aujourd'hui, on fait des génériques très courts parce qu'il faut quand même en mettre un. Ils sont souvent un peu coupés, il y en a plus à la fin, donc on les exploite pas en disque. Donc, on a tourné une page. Aujourd'hui, l'approche elle est différente. Je vais pas dire qu'ils sont pas bons en fait, mais c'est juste que c'est plus du tout l'approche qu'il y avait avant où il y a un attachement à la chanson. Voilà. Et quant aux séries japonaises, les Japonais, au final, ils avaient quand même pas trop apprécié qu'on change toutes les chansons. Donc aujourd'hui, ils préfèrent garder. Et puis, avant, on n'admettait pas qu'on puisse garder un truc en japonais à la télévision. Aujourd'hui, on s'en fiche d'entendre du japonais, ça passe. J'ai découvert Christophe Maé chanter un générique là un truc sur les chevaux, là, voilà, le ranch. Mais en fait, c'est à part quelques cas un peu spécifiques, notamment TF1 et M6 qui ont toujours eu un peu une politique des fois de lancer des artistes ou de faire de la musique dans une de leurs filiales. Donc des fois ils font un coup et quand c'est un one shot comme ça, puis ça va être mis en avant sur leur chaîne. Et encore, tu vois, tu dis, tu découvres ça des années après. Donc comme quoi c'était pas non plus si ça a pas cartonné comme avait cartonné à l'époque un générique des Cités d'Or en disque. Donc oui, il y a encore des petites tentatives qui sont faites comme ça. Et pour le coup, du coup, ils vont chercher des artistes installés. Il y avait eu Nadia aussi qui avait sorti un générique il y a quelques années. Il y a eu aussi, comment elle s'appelle L'âme, je crois qu'elle a sorti un générique. On est déjà il y a 20 ans, mais voilà. À part quelques tentatives comme ça, c'est ce que je trouve dommage aujourd'hui en fait, c'est que du coup la génération d'aujourd'hui, ils auront pas des souvenirs et un attachement au générique comme nous on a pu avoir. Mais c'est normal parce que le contexte est différent. Aujourd'hui, il y a une offre entre les chaînes de télé, ce qu'il y a sur Internet, on peut plus avoir l'impact. Nous, pourquoi ces génériques qui nous auront tant marqué? Certes, c'était des belles chansons et c'était des choses qui nous ont, qui étaient bien faites, mais la raison principale, c'est surtout qu'il y avait 3 ou 6 chaînes à tout casser et que, puis qu'on les entendait, ils duraient 1 minute 30, donc on les entendait tous les jours ou toutes les semaines et il y avait une sorte de matraquage. Donc c'est aussi cet effet-là qui a fait qui nous ont autant marqué. Et ça, aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là. Là, celui qui reprend le générique des Mystérieuses Cités d'Or de la saison 3, je l'ai interviewé, c'est Jean-Michel Vaubien, celui que je t'avais dit. C'est lui, d'accord. Voilà, c'est lui qui chante l'explorateur dans Vaiana. Et il m'avait raconté un peu l'histoire. C'est un mec de notre génération et il était hyper heureux, hyper fier qu'on le choisisse j'imagine. Pour interpréter cette chanson. Aussi culte, ouais. Mais ça va, Jean-Michel, maintenant je le connais un peu, tu t'es bien débrouillé, ça va. Mais c'est dommage que, tu vois, on peut pas trouver dans le commerce ce générique, c'est dommage. On pourrait être au moins, je sais pas, sur iTunes ou sur des plateformes c'est d'écoute. Vrai. Mais même ça y est pas. Non, mais j'avais cherché pour ma fille Christophe Maé, le ranch, et à part le générique sur YouTube, tu le trouves pas. Mon cher ami Olivier, on a parlé beaucoup. Est-ce que tu as envie de parler d'un petit sujet, d'un truc qu'on a oublié de parler parce que t'as une histoire très très intéressante. C'est un passionné. J'ai un passionné en face de moi qui a réussi à vivre de sa passion. Oui, ça c'est vraiment quelque chose. Et qui a pu toucher à tout. Pour quelqu'un de timide, c'est quand même fort d'avoir fait la. Je veux dire que c'est pas forcément facile tous les jours et qu'à un moment même si ça peut paraître idyllique, comme je disais, oui, des fois, tu vas voir des films qui sont pas intéressants, des fois, tu dois écrire des articles ou faire des interviews qui sont moins intéressantes.
Mais il faut toujours se souvenir qu'on a quand même cette chance de faire un métier varié. Moi, ce que j'apprécie plus, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire. On a parlé de comédiens de doublage, de chanteurs, de musiciens. On pourrait parler aussi de tous les auteurs et réalisateurs de dessins animés. J'ai eu la chance d'interviewer Miyazaki quand même, et ça, c'est aussi des rencontres qui sont assez inoubliables. Donc, voilà. À chaque fois, des fois, parce qu'il y a quand même des moments, il peut y avoir des moments chiants dans notre vie professionnelle, même en travaillant dans un domaine comme ça. Il faut toujours se rappeler que que tous les bons moments que ça peut apporter, et que c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est exactement ça, parce que moi, depuis que je fais ce podcast, j'étais pas vraiment chaud pour faire ce genre de podcast, je suis honnête. Et en fait, tu rencontres des gens passionnés, et ça donne envie de continuer. En tout cas, Olivier, avant de terminer l'émission, je pose une question à chacun de mes invités à la fin de l'émission. Olivier, acceptes-tu d'être mon ami? Bien sûr. Tout simplement. J'ai vu l'autre. Il a eu peur. Il était prêt à partir en courant. Même si là, on n'est pas en studio, parce que voilà, je raconte tout. Hein. Là, c'est le premier interview que je fais hors studio. Alors j'espère que ce format va bien fonctionner et surtout va vous plaire. Et Olivier, je te souhaite une bonne continuation dans tout ce que tu fais. C'est vraiment génial. Moi, je veux un tome 2. Disons-le tout de suite, il n'y aura pas de tome 2 parce que la matière principale, elle est déjà toute là. Après, éventuellement, à un moment, on pourra peut-être compléter ou rajouter des fiches techniques à collectionner, des fiches, des cartes, des trucs. Mais oui, pourquoi pas. Olivier, je te remercie. Et je te souhaite, je te dis à très bientôt. Oui, maintenant qu'on est amis. Maintenant qu'on est amis, à très bientôt. Salut les friends! Merci Olivier. Au revoir. Perfecto. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio, enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Arabou.